Très bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité ici. Donc je vais essayer de vous présenter de manière brève la Société des Vies et l'activité que j'ai au sein de cette société. Donc comme l'a dit Sarah, c'est une société qui fait du chatbot mais qui n'a pas toujours fait ça. Elle a été fondée il y a un peu moins de 20 ans sur l'idée de son actuel président Pascal Arbault de casser la glace entre l'humain et l'ordinateur. C'est un pied de nez au petit trombone de Word que vous avez dû tous connaître à un moment. Donc dans un premier temps, son idée était de fournir avec les applicatifs, les logiciels, un personnage pour vous aider à mieux utiliser les logiciels, ceux que vous étiez en train de faire sur votre ordinateur. En 2010-2011, petit tournant, l'intelligence artificielle commence tout doucement à sortir des laboratoires et arrive dans les sociétés. Il décide, puisque en fin de compte avoir un personnage un peu scripté qui vous aide à utiliser votre ordinateur, c'est bien sympathique, mais dans l'optique de communiquer avec sa machine, c'est un peu limité. Donc il commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle qu'on appelle conversationnelle. En gros, comment on fait pour comprendre ce qu'est en train de dire un individu, l'interpréter et lui apporter la bonne réponse. Donc 2010-2011, intelligence artificielle. En France, il y a beaucoup de sociétés qui font du chatbot, beaucoup ne font pas d'IA, ils font des systèmes assez scriptés. Je ne suis pas allé toutes les voir, mais en tout cas, en 2012, on déploie un premier chatbot pour la GMF, qui est capable de répondre dans le domaine de faire de l'avant-vente et de faire du conseil sur assurance vie, assurance décès. Donc la partie la plus simple des assurances pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, rend des services et vous permet de conseiller un certain nombre de contrats. Toujours, il ne faut pas perdre de vue dans l'optique de fluidifier l'interaction entre l'humain et la machine. Intelligence artificielle conversationnelle, donc un grand enracinement avec la recherche, cette recherche qui continue à évoluer et dans laquelle, depuis 3 ans maintenant, on est en train d'insérer et de s'accaparer tout ce qui a été fait dans le domaine des émotions. Les 2 intervenants précédents en parlaient. Donc, quelle est l'étape suivante pour permettre de pouvoir mieux communiquer avec sa machine, mieux interagir avec elle, au-delà du contenu sémantique de nos demandes? Eh bien, c'est de lui ajouter un modèle qui va lui permettre d'interpréter votre état émotionnel, votre niveau d'exigence, comment faire en fin de compte pour bien s'adapter, bien lui répondre et avoir des émotions qui sont en phase avec les vôtres. Donc ça, c'est notre recherche. On a terminé la science-fiction dont parlait un des intervenants, qu'on appelle un modèle formel des émotions. Donc la machine, c'est tiré de l'informatique affective. La machine est en capacité de faire des hypothèses sur votre état mental. J'insiste sur hypothèse. Donc elle fait des hypothèses sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez, et elle essaye d'avoir ce qu'on appelle des tendances à l'action qui vont correspondre aux besoins qu'elle a essayé de déterminer. Donc on en est à peu près là. On en parlera peut-être un peu à la fin. On a présenté récemment un projet qui est une salle fermée de 10 mètres carrés dans laquelle vous avez un hologramme, donc une machine, qui est douée de cette intelligence artificielle conversationnelle. Vous pouvez discuter avec cet hologramme. Il va en fin de compte vous faire un entretien de préqualification. Durant cet entretien de qualification, on va récupérer ce qu'on appelle dans le domaine du recrutement des soft skills, par rapport à votre comportement non verbal, est-ce que vous bougez comme il est attendu que vous bougiez? Et ce pré-recruteur va adapter ses questions et son comportement à votre comportement. Donc ça, c'est un système qu'on a présenté sous forme de prototype en juin dernier, et c'est un système dans lequel on va insérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intelligence artificielle, conversationnelle. J'ai peut-être été un peu long sur la présentation de la société. Donc, très simplement, ce que je fais dans la société, comme chargé de projet R&D, je m'occupe des différentes briques R&D et je m'assure que nos partenaires de recherche et la société atteignent les objectifs de R&D. Donc je m'étais en particulier occupé de ce que nous appelons nous la recruit room, cette pièce avec cet hologramme qui permet de faire cette préqualification.
Merci pour ces explications, Yannick. Stéphane, ce matin, nous t'avons écouté parler avec passion de disruption. Cet après-midi, nous avons beaucoup parlé de chatbot. Donc ma question maintenant, c'est sont-elles disruptives et quel est ton regard prospectif dans ce domaine? Okay. Alors, qui a utilisé un chatbot parmi vous? Allez-y, hein, encore une fois, je vais faire venir personne sur scène. Qui a trouvé ça génial, trop cool, transformant? Ok, bon bah, vous avez la réponse. En fait, c'est très simple. Tout ce que je vous ai expliqué ce matin, c'est la différence entre l'informatique programmée et entraînée, l'intelligence artificielle. C'est le début d'une révolution, comme tu le disais, 2010-2011, avec le deep learning qui décolle, etc. Comme je vous l'ai dit ce matin, cette révolution, elle a commencé sur l'image. On a des performances exceptionnelles. Aujourd'hui, on a des machines qui voient mieux que les êtres humains, qui diagnostiquent mieux des cancers, qui reconnaissent mieux les objets sur la route, etc. Donc, sur la fonction cognitive reconnaissance visuelle, les machines nous battent déjà. Sur le traitement du langage, en revanche, elles n'ont pas encore le niveau des êtres humains. C'est pour ça que on n'a pas encore ces expériences transformantes avec les chatbots. Le problème des chatbots aujourd'hui, c'est l'un des gros challenges de la recherche, mais ça va vite, hein, mais c'est l'un des gros problèmes, c'est que le contexte, l'intention ont du mal à être cernés pour l'instant. Je vous donne un exemple de bon sens pour que vous compreniez tous le problème. En traduction, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la traduction aujourd'hui sur le traitement du langage, traduire du français à l'anglais, de l'anglais au français, etc. Et si l'intelligence artificielle voit le verbe apprendre en français, bah vous savez qu'en anglais, on peut le traduire de deux manières, le verbe apprendre. On peut dire to teach, si vous apprenez à quelqu'un, et to learn, si vous apprenez de quelqu'un. En français, on peut dire aussi enseigner. Mais là, c'est le verbe apprendre qu'on peut utiliser dans les deux cas. Et ben la machine, le chatbot, le NLP, le traitement du langage, s'il voit le verbe apprendre, il ne sait pas s'il doit utiliser to teach ou to learn. On a des algos qui commencent à essayer de contextualiser, à essayer de voir le rapport de qui on apprend et à qui on apprend. Mais aujourd'hui, la machine a encore beaucoup de mal à avoir ce sens commun sur le langage. C'est pour ça qu'on n'a pas encore ce niveau-là. Mais rassurez-vous, ça va vite, il y a des progrès tous les jours, et surtout, il y a des concours dans le monde entier sur le traitement du langage pour améliorer les performances en permanence. C'est pour ça qu'on est au tout début de cette révolution. Tu l'as dit, alors moi j'ai un peu de stats, mais parce que je connais un peu l'écosystème parisien. Quand une entreprise, jusqu'à aujourd'hui, vous a dit qu'elle faisait du chatbot, c'était des scripts préprogrammés qui vous faisaient croire que la machine comprenait. En réalité, tout ça était préprogrammé à l'avance. Vous disiez tel mot, hop, elle allait piocher la réponse automatiquement. C'est pour ça qu'on pouvait la piéger et que souvent on sentait qu'il n'y avait rien derrière. Laurent Alexandre, il a eu une tirade assez drôle là-dessus. Il a dit le CAC 40 raffole des chatbots parce que ça fait moderne alors que c'est juste des scripts bêtement programmés. Et c'est vrai, c'était vrai jusqu'à présent. On commence à avoir des algos d'IA qui commencent à améliorer leur expérience, à contextualiser légèrement, mais rappelez-vous, c'est que le début pour l'instant. Merci Stéphane. Est-ce que Yannick, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter, pour aller dans le même sens, que la plupart des offres ressemblent plus à de la commande vocale. Cela dit, dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'autre chose. Un chatbot qui a été bien conçu, qui est de la commande vocale sur du domaine expert, qui est vraiment spécialisé par exemple dans le domaine de l'assurance, quand on sait ce dont on parle, on n'a pas besoin d'avoir en fin de compte un robot qui comprend tout. Et même à l'heure actuelle, même avec l'IA, même si on pourrait parler un peu plus longtemps de toutes les recherches qui sont faites dedans, aujourd'hui, même avec une IA, on ne fait pas grand-chose. On le fait bien, mais sur des tout petits domaines. Dépannage d'imprimantes, dépannage de caisses, et ça va s'arrêter là. Orientation vers des toilettes, par exemple. Donc en gros, on enlève toutes ces tâches où une personne qui est en front, qui est devant, qui est à l'accueil, ne cesse de répondre aux mêmes questions. On lui enlève tout ça, toutes ces questions récurrentes. C'est la seule chose dans laquelle on est à peu près bon aujourd'hui. Je dis bien à peu près, il faut que le système soit bien conçu. Tout le reste, c'est un peu de la science-fiction, c'est encore en laboratoire. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Une question? Puis vous savez, il faut se dire un truc, c'est qu'on n'a pas forcément d'interagir non plus. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle, de chatbot dans les banques. Moi, je travaillais dans les banques avant, je peux vous dire un truc, c'est qu'en fait, la plupart des process, de toutes nos interactions avec les banques, on pourrait les automatiser sans avoir besoin d'interagir avec la banque. Le truc pourrait être fait, nous envoyer une notification et nous dire tiens, bah, je me suis occupé de telle opération, je t'ai envoyé tes nouveaux systèmes de paiement, etc. sans avoir besoin d'interagir avec un être humain. Avoir une notification qui nous envoie directement un produit financier au bon moment si on en a besoin de manière pertinente,
sans forcément qu'il y ait besoin d'un humain. Parce que le rôle d'un conseiller, c'est de conseiller. Mais si le truc nous pousse la bonne recommandation au bon moment, vous n'avez pas forcément besoin de plus. Par contre, la question, c'est dans quelles interactions on voudra un humain. Alors, il y a des gens en ce moment qui me disent, dans les métiers, notamment la médecine, on préférera interagir avec un humain. Peut-être que ce n'est pas le cas de la finance. La question, c'est plutôt où est-ce qu'on veut de l'humain, où est-ce qu'on n'en veut pas, en fait. Dans la banque, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Merci Stéphane. Alors, en fait, ça mène à la question suivante. Quel va être l'impact de ces robots, ces chatbots dans le monde de l'entreprise, le travail? Qu'est-ce qu'on va faire avec Je commence. toutes ces personnes qui vont avoir besoin d'une vraie conversion? Dans le monde du travail, dans l'entreprise, ça va être comme toutes les technologies, il y en aura partout. Qu'est-ce qui va émerger, qu'est-ce qui va rester? C'est darwinien, c'est ce qu'on voudra, ce qui aura de la valeur, etc. Donc c'est très difficile de le lire. Vous voyez ça comme les ordinateurs, comme Internet, comme toutes les nouvelles technologies, tous les process, toutes les interactions qui auront de la valeur avec seront augmentées avec des algorithmes d'intelligence artificielle, là où ça créera de la valeur, là où il y aura du rendement, là où ça créera de l'utilité. Donc c'est assez difficile de dire exactement dans quoi, mais vous voyez ça comme l'électricité, comme toutes les nouvelles techno en général. Par contre, ce qui est important, alors je ne sais pas si votre question est là-dessus, c'est sur l'économie aussi? Sur l'emploi aussi, on va là-dessus? Le monde du travail et la reconversion des gens dont les emplois seront pris occupés par des machines. Vous savez que dans cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est plus un secteur contre un autre, un métier contre un autre, ou un type une fonction contre une autre dans le sens où elle était répétitive ou pas, c'est tous les métiers, toutes les fonctions, toutes les compétences concernées en même temps, que ce soit des jobs qualifiés ou pas, que ce soit des jobs physiques dans des robots répétitifs, manuels ou intellectuels comme les radiologues, qui sont concernés en même temps. Souvent on dit c'est les métiers peu qualifiés qui vont être remplacés les premiers, c'est pas vrai. Les métiers les plus qualifiés, parce que c'est les plus rentables, parce qu'ils coûtent le plus cher à l'heure, je pense aux radiologues, mais il y en a plein d'autres, vont être automatisés les premiers. Mais rassurez-vous, ceux où il y a moins de routine aussi vont venir derrière, hein, puisque c'est encore une fois, c'est des machines qui sont entraînées, non plus programmées. Du coup, l'expert transfère son expertise. Donc ça va être intéressant, là où c'est rentable, de transférer l'expertise à la machine. Si tout le monde est concerné, effectivement, il y a deux scénarios après. Si on veut être honnête intellectuellement, il y en a deux. Il y a le scénario tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire en économie, c'est-à-dire on détruit des jobs, mais on en recrée d'autres. C'est schumpeterien, vous savez, c'est ce que les économistes nous disent en ce moment. On en détruit, on en recrée, on ne connaît même pas ce qu'on va recréer. Ou au contraire, il y a le deuxième scénario. Alors là, c'est plutôt des entrepreneurs, hein, c'est plutôt des gens comme Bill Gates, comme Elon Musk qui nous disent ça, qui pensent ça. Ils disent non, cette fois-ci c'est différent, parce qu'on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, on s'attaque à son intelligence. Alors effectivement, il y a encore plein de progrès à faire, là c'est pas encore flexible, c'est du très spécifique, c'est pas encore du général. Mais si on se rapproche d'algo capable de progressivement s'attaquer à toutes les tâches, qui est un transfert de la flexibilité entre elles, alors on est en train de tout transférer au capital, on n'a plus besoin du facteur travail humain dans l'économie, et c'est un nouveau paradigme. Les deux scénarios sont possibles. Il faut savoir qu'au cours de l'histoire, on a eu toujours les mêmes craintes, mais à chaque fois on utilisait notre intelligence pour inventer de nouveaux jobs. La question c'est, est-ce que cette fois-ci, comme le disait Stephen Hawking, c'est la dernière invention de l'humanité pour ces raisons-là? Pour l'instant, c'est impossible de le dire. D'ailleurs, si vous regardez toutes les études d'impact sur l'emploi qui ont été faites en ce moment, non seulement elles se contredisent toutes, mais vous avez des chiffres très différents. Que vous regardez ceux des banques, ceux des cabinets de conseil ou ceux des institutions publiques, OCDE, FMI, enfin tous ces trucs-là, c'est jamais les mêmes chiffres, jamais les mêmes raisonnements. Mais en tout cas, on peut avoir ce raisonnement sur les tendances, sur est-ce que c'est schumpeterien ou pas, est-ce que c'est une technologie différente ou pas. Je vais essayer de répondre, mais plus sur le spectre de l'intelligence artificielle conversationnelle, donc tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour échanger directement avec l'utilisateur final. Je vais commencer par un exemple. Alors, tout n'est pas blanc ou noir, hein, mais je vais commencer par des exemples plutôt positifs en termes d'emploi. Un domaine, par exemple, le tourisme, où on travaille beaucoup avec des offices de tourisme. Donc, on étudie le métier de ces personnes qui vous reçoivent pour vous indiquer quoi faire dans la région, etc. Sauf que, bon, au-delà du fait que ce soit fermé la nuit, ça c'est une chose, mais en fin de compte, quand on leur demande quelle est la question qui est la plus posée par les personnes qui rentrent dans l'office du tourisme, vous vous adressez à des personnes qui ont des formations en histoire de l'art, qui veulent valoriser le patrimoine de leur ville, eh bien la première question, celle qui arrive tout en haut, c'est où sont les toilettes? Donc, mauvaise expérience utilisateur, je veux dire ça. Non, mais donc c'est pas forcément passionnant, et le robot
aujourd'hui peut faire ça. Donc on déploie des robots qui vont pouvoir encaisser ce genre de choses et permettre à ces personnes de faire leur vrai travail à valeur ajoutée. Il n'y a pas besoin de robots dans ce cas-là. Faut juste savoir qui pose cette question et mettre un panneau, quoi. Oui, mais bon, Expérience après, utilisateur qui est mal oui, faite. on est d'accord. Mais après, les questions qui viennent en dessous sont aussi assez rigolotes. Donc, mais bon. En tout cas, voilà, ça c'est juste un petit exemple. On travaille également sur des systèmes téléphoniques où là c'était des petits magasins répartis dans le monde entier avec des plateaux multilingues. Alors, je vous passe un peu les petits soucis, mais en tout cas, vous demandez à des personnes qui sont pas informaticiennes quand elles appellent, elles ont un problème avec leur imprimante, leur caisse, ou elles ont un problème avec leur matériel électronique. Elles appellent et la première demande qu'on leur fait, c'est appuyer sur 1 si vous avez un problème de software, appuyez sur 2 si vous avez un problème de hardware. Bon, du coup, ils ont fait appel à nous parce que c'était une catastrophe. Les gens étaient sur 2 plateaux différents, un plateau software, un plateau hardware. Donc c'était réparti au hasard puisque les gens ne savaient pas ce qu'ils avaient comme problème, ça ne marche pas, sur lequel j'appuie, bah tiens, je vais prendre le 1 cette fois-ci, le 2 la fois suivante. Donc là, l'IA aussi peut servir parce que, quels que soient vos mots, elle se fait fort, en tout cas elle essaye, d'essayer de vous comprendre, quel que soit votre type de formulation. Donc elle va pouvoir, en prenant deux grosses catégories, si vous avez un problème de software, déterminer si vous avez un problème de software ou un problème de hardware. Donc ça c'est pas mal, et ça évite d'avoir des gens qui se retrouvent sur le mauvais plateau, de faire perdre plein de temps à tout le monde, d'avoir de l'agacement, de tomber sur une personne qui ne parle pas la bonne langue, etc. Et le dernier exemple, je vais prendre celui-là pour finir, juste pour illustrer, cette histoire de salle de recrutement. Donc notre projet de départ n'est pas fait que pour préqualifier pour d'autres entreprises des personnes qui veulent passer des entretiens d'embauche pour avoir du boulot. Ça sert aussi à vous entraîner pour faire un vrai entretien par la suite. Puisque après cette préqualification, eh ben vous allez probablement, pour l'instant, puisque l'IA n'est pas capable de le faire, aller vers un humain. Et c'est le genre de système dans lequel vous pouvez passer plusieurs fois. Ça a été dit dans les interventions précédentes, aujourd'hui, les robots ne vous jugent pas. Ils sont là pour vous aider. C'est ce qu'on espère, et ils ne sont pas assez évolués pour l'instant pour pouvoir vous juger. Et je mettrai en contrepoint de cette petite explication sur le recrutement, les sociétés de recrutement n'ont pas attendu l'IA pour faire du recrutement vidéo. On vous envoie une vidéo chez vous, avec des questions qui sont préenregistrées, vous devez vous enregistrer avec la vidéo et les questions, et la renvoyer. Donc là, il n'y a pas d'IA, et il y a plein d'autres méthodes. Donc là, on pointe un peu l'IA, mais l'IA a une véritable valeur ajoutée, parce qu'elle peut vous donner des indications, vous aider, et vous qualifier de manière plus pertinente. Je pense que c'est un sujet particulièrement pertinent pour vous, chef d'entreprise. Est-ce que vous souhaitez réagir ou poser des questions ? De manière très simple, juste dans votre vie quotidienne au travail, imaginez que les logiciels que vous utilisez tous les jours vont progressivement avoir des couches d'intelligence. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez les entraîner à force de les utiliser, ils vont apprendre de vos routines en les utilisant et progressivement vous suggérer des choses à votre place. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur Excel. Il apprend progressivement comment ça marche, les formules, etc. Et ensuite, vous donnez votre intention et il est capable de le faire pour vous. Imaginez ça de manière généralisée sur tous les logiciels. Bon, alors, tous les deux, la même question. Quelle est votre vision de l'intelligence artificielle forte, donc intelligence artificielle avec une conscience, par rapport à l'intelligence artificielle qui a été développée jusqu'à présent ? Ok. Alors, tout ce que je vous ai raconté ce matin, on appelle ça de l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire une intelligence artificielle, encore une fois, comme l'a dit Serge Tisseron. C'est bien ça la différence avec l'intelligence humaine tout court, c'est pour ça qu'on l'appelle artificielle, c'est que c'est différent. Mais elle n'est pas consciente, on appelle ça faible. L'intelligence artificielle forte, c'est lorsqu'elle est consciente. Autre chose que je vous disais ce matin, c'est des intelligences artificielles faibles spécifiques, tâche par tâche. Reconnaître des cancers, conduire des voitures, gagner au Go, etc. La première étape, ça va d'abord être d'arriver sur une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui sera capable de diagnostiquer des cancers, de conduire, etc., et de transférer ses savoirs de l'un à l'autre, de manipuler avec flexibilité, tout ça, etc. L'étape d'après, c'est éventuellement, je dis éventuellement et je vais vous expliquer pourquoi, d'aller vers de la conscience artificielle.
Alors, sachez qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. C'est un grand débat qu'il y a notamment dans la Silicon Valley en ce moment. Et alors il y a beaucoup de gens qui sont pour parce qu'ils sont assez technophiles dans la Silicon Valley et beaucoup de gens contre en Europe parce qu'on est on aime plutôt débattre et commencer par dire non sur ces sujets et voir d'abord les problèmes avant d'imaginer ça. Mais c'est issu effectivement des scénarios de science-fiction où les machines prennent conscience d'elles-mêmes, ensuite détruisent l'humanité, etc. La question c'est de savoir, est-ce que tout ce qu'on découvre en neurosciences sur la conscience aujourd'hui, est-ce qu'on pourra modéliser ça dans une machine? Alors sachez que il y a eu plusieurs études, regardez celle de Nick Bostrom par exemple, qui sont fascinantes, où ils ont interrogé plusieurs chercheurs là-dessus. Encore une fois, c'est pas forcément eux qui ont raison sur l'avenir de ça, mais il y a plusieurs idées. Il y a des chercheurs pour qui c'est impossible, d'autres pour qui c'est possible, et d'autres pour qui c'est possible, mais pas tout de suite, et il y a divers horizons de temps. Donc ça reste un concept aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent on va faire comme avec les émotions, c'est-à-dire on va vous donner l'impression qu'elle est consciente. Et il y a une deuxième école qui dit on va faire émerger un phénomène comme la conscience chez les êtres vivants. Faire émerger le truc, ce serait un petit peu comme à l'échelle de la vie, des interactions avec l'ADN qui se complexifient, s'auto-complexifient, etc. et fait émerger le phénomène, mais dans des algorithmes. C'est la théorie, mais on ne sait pas si c'est faisable. Et de l'autre côté, du côté école, vous faire croire que le truc est conscient. Alors là, on a déjà des recherches là-dessus. On a notamment un, vous avez peut-être vu passer ça dans la presse, de l'Institut Polytechnique de New York, un chercheur qui s'appelle Selmer Bringsjord, qui s'est amusé à créer l'un des premiers algorithmes de conscience artificielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 3 robots, je rappelle que c'est artificiel, hein. Ils ont pris 3 robots Nao. Ils les ont programmés en leur disant on vous a donné une pilule, donc on a fait quelque chose sur votre corps, ce qui vous coupe la parole. Mais attention, sur l'un des 3 robots, il y a eu un placebo, c'est-à-dire qu'il y a un de vous 3 qui n'a pas la parole coupée. Ensuite, ils éteignent 2 robots, ils en laissent un allumé, et ils lui posent la question quelle pilule est-ce qu'on t'a donnée? Est-ce que c'est la pilule qui te coupe la parole ou est-ce que c'est le placebo? Et alors c'est marrant, regardez la vidéo sur YouTube, ça dure 2 minutes, le robot commence à se lever, puis dit au chercheur, il lui dit « J'en sais rien, je sais pas si tu m'as donné la pilule qui coupe la parole. » Et là en fait, on voit le robot se lever et dire « En fait, je suis désolé, je peux t'affirmer avec certitude que j'ai eu le placebo qui coupe pas la parole parce qu'il se rend compte qu'il est en train de parler. » Alors je répète, c'est de l'artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils ont fait une simulation en mettant un algorithme dans le robot qui observe d'un niveau supérieur les niveaux du dessous en train de fonctionner et qui lui permet de s'observer en train de fonctionner, en train de parler. C'est juste une boucle algorithmique qui fait qu'il s'observe en train de s'exprimer d'un autre niveau. Si vous voulez, comme l'enfant qui se regarde dans un miroir et qui comprend qu'il est différent du monde ou qui se rend compte qu'il est en train de parler à un certain âge, ça reste de l'algorithmique. C'est une boucle simplement d'un niveau supérieur qui observe celle du dessous. C'est le premier niveau, c'est très basique, ça n'a rien à voir évidemment avec les consciences humaines, mais c'est l'un des premiers niveaux. Sachez que la conscience, évidemment, c'est l'un des plus grands sujets de recherche en neurosciences en ce moment. On sait très peu de choses, mais il y a beaucoup de recherches en ce moment. Et tant qu'on n'en sait pas plus, c'est très difficile d'avancer en algorithmique. Mais c'est l'un des premiers exemples très balbutiants de ce qu'on fait là-dessus. Mon intervention ne va pas être aussi riche que celle de Stéphane, mais en tout cas déjà la conscience, moi je reviendrai un peu plus sur des aspects, je vais prendre un exemple dans la primatologie. On a souvent dit en primatologie que pour avoir conscience de soi-même, il fallait déjà se reconnaître dans une glace. Et on a fait l'expérience sur un certain nombre de singes, si vous les connaissez, en faisant par exemple un petit point de peinture sur leur visage. Donc avec ce petit point de peinture, le singe, la plupart du temps, ne remarque même pas qu'il a un petit point de peinture ou va toucher le miroir, mais ne se rendra jamais compte que lui, il a dessus. Maintenant, imaginons un robot duquel on a parlé. Et on en reviendra un petit peu, peut-être un peu plus tard sur les données. Imaginez un robot devant une glace, celui qu'on a pu voir sur la vidéo par exemple, sur lequel on fait une tâche. Et si ce robot se touche cette tâche grâce à une intelligence artificielle, a-t-il vraiment une conscience? Donc c'est à partir de quel moment détermine-t-on qu'un robot a une conscience?
parce qu'il arrive à faire quelque chose dont on sait que chez l'humain, c'est une preuve de conscience, ou parce qu'il prend une décision, indépendamment des routines d'observation, qui n'a pas été prévue par l'algorithme, qu'il réussit lui-même à se libérer des chaînes que sont l'algorithme, puisqu'avec l'algorithme, on est capable de théoriquement tout prévoir par rapport au créateur, le créateur qui l'a fait. Alors, il pourra prévoir quel type d'informations il va chercher, il ne pourra pas prévoir la nature des informations qui sont ramenées, mais le type d'information qui est recherché. Donc, la conscience de ces machines, c'est vraiment quand elles vont réussir à faire des choses qui ne sont pas prévues par leurs algorithmes. Est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'aurais tendance à dire très probablement quand je ne serai pas aussi optimiste que l'université de la singularité, et je ne pense pas que ça se passera autour de 2030-2040. Mais la conscience des machines, je reste assez persuadé que ce sera une réalité dans plusieurs années, mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Après, la question aussi, c'est, une fois que ces machines ont une conscience, que vont-elles en faire? On prenait des exemples dans le domaine du cancer, dans le domaine de la circulation, il y en aura certainement dans le domaine de l'énergie, du recrutement, de l'éthique, de tout ce que vous voulez. Une fois qu'elles auront une conscience, que vont-elles en faire? Seront-elles plus éthiques quand on parle de ces robots tueurs qu'un humain ou pas? On n'en sait absolument rien. Donc pour l'instant, on spécule sur quelque chose qui n'existe pas et on essaye de nous faire croire qu'on n'en est pas très très loin. Encore une fois, il y a plusieurs écoles. Des gens qui disent qu'en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils disent on y est très loin, mais ça accélère tellement vite qu'on va arriver très très vite sur ces sujets-là. Ceux qui y croient. Mais encore une fois, vous avez grosso modo 4 groupes de chercheurs avec les probas et les durées. Et ceux qui y croient sont souvent un peu calmés par ceux qui reviennent sur des analyses sur l'énergie, sur toutes les dépenses qu'il faut pour faire les calculs, avec en fin de compte le doublement du doublement du doublement du doublement. Au bout d'un moment, on n'a plus assez d'énergie pour faire un doublement de doublement de doublement. Mais on ne sait pas de quoi demain l'énergie sera faite. Mais c'est vrai que c'est très spéculatif, on n'a pas nécessairement besoin de parler de conscience artificielle aujourd'hui, on a déjà tant de changements avec l'arrivée juste des algorithmes d'intelligence artificielle qui bouleversent absolument tout dans nos sociétés. Mais, comme le disent les papiers qui travaillent là-dessus, notamment ceux de Nick Bostrom, ça vaut le coup quand même de ne pas fermer la porte à ces réflexions, en tout cas, même si c'est encore très loin et même pas théoriquement faisable. Merci. Avant de passer à la prochaine question, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Moi j'ai une question, je vous entends beaucoup et depuis ce matin sur l'ultra-prévisibilité en fait que permettrait l'IA. Et moi je m'interroge sur l'impact en entreprise parce qu'on sait que par exemple les bêtises de Cambrai, c'est une entreprise qui a fait fortune suite à une bêtise, justement suite à un aléa, une imprévisibilité ou une erreur. Donc quelle est votre vision par rapport à les innovations possibles grâce à l'imprévisibilité qui serait plus possible à cause de l'IA, cause de l'IA pour le coup. Pas dit ça. Bon, je vais répondre à cette question. En fin de compte, une IA, elle a besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin d'électricité, d'internet, de structures qui ne sont pas en zone blanche. Donc les erreurs, on va en avoir tout le temps. Et justement, on aura certainement plus d'erreurs imprédictibles, où on va certainement récupérer des choses qu'on n'attend pas du tout avec des IA, qu'on aura peut-être beaucoup plus de bêtises de Cambrai. Moi, il y a de l'ultra-prédictibilité par rapport à des process qui sont établis, où on arrive à se projeter dedans, on sait comment faire pour faire un minimum d'erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Des avions s'écrasent, alors que c'est vraiment des choses dans lesquelles on a mis beaucoup d'électronique. Il y a énormément de chercheurs qui font de la recherche pour s'assurer qu'ils ne s'écrasent pas, et pourtant ça se produit. On a des accidents dans des sociétés de très très haute technologie qui sont extrêmement bien sécurisées. Il y aura toujours des bêtises de Cambrai. Moi j'aurais tendance à dire plus. Et puis surtout, on a besoin d'erreurs de manière générale pour améliorer le système. Si les avions se crashent moins, c'est parce que les crashs d'avant, les erreurs d'avant ont payé pour ceux d'aujourd'hui qui se crashent plus. Mais c'est la même chose pour les algorithmes. Ce que j'évoquais ce matin sur la victoire du Go,
c'était de l'exploration par aléatoire dans l'algorithme qui a fait que l'algorithme a essayé de jouer d'une manière différente qui aurait été considérée comme une erreur par les maîtres de Go, hein, cette manière de jouer, mais qui a été décisive dans la victoire. Mais ce qui est normal, on a besoin d'erreurs qu'on corrige pour toutes les itérations dans l'apprentissage. Donc c'est nécessaire et parfois ça débouche sur ce qui est intéressant. Mais on jette de l'aléatoire justement pour sortir des biais qu'on entretient. Je vous donne un exemple. Amazon, aujourd'hui, il vous recommande que des Balzac si vous avez acheté des Zola auparavant, parce que les gens qui ont acheté des Zola, ils ont aussi acheté des Balzac. Dans l'avenir, pour éviter ces biais, il va jeter des hypothèses aléatoires en sortant de ces corrélations pour tester des hypothèses pour ce qui pourrait avoir de la valeur pour vous dans votre environnement de données. Et il pourrait se rendre compte qu'au lieu d'acheter un bouquin, vous feriez mieux d'aller faire une sieste ou vous promener au parc, etc. Et l'enjeu business, ça va être de vous dire la vérité. Il pourra vous dire, au lieu d'acheter un bouquin, allez faire une sieste. Il perd une vente en faisant ça, mais il garde votre confiance. On va être obligé d'attirer l'utilisateur sur le niveau de confiance. Parce qu'ils seront en concurrence avec d'autres IA qui, elles, le seront. Entre autres. On a une question ici. Moi, j'ai une question qui concerne l'énergie humaine et l'énergie que consomme l'intelligence artificielle. Par rapport, l'homme, certes, absorbe de l'énergie, mais il en émet aussi. Et pour moi, c'est un critère essentiel d'humanité. On est consommateur d'énergie, on en émet. On émet de l'amour, on émet des ondes, on émet ce qui nous qualifie. Et comment on peut imaginer que l'intelligence artificielle se substitue à notre humanité? Je te laisse. C'est de bonne guerre, j'ai passé la patate chaude plusieurs fois. Alors, déjà, j'aurais plus tendance à dire que l'intelligence artificielle n'est pas là pour se substituer. On ne cherche absolument pas à effacer l'humain. On cherche au mieux à l'accompagner, à mieux l'accompagner. Comme le rappelait Stéphane, on est aussi dans des optiques business, dans l'absolu, donc c'est rendre un service. Effacer l'humain et ce qui fait son humanité, c'est détruire la poule aux œufs d'or, j'aurais tendance à dire. Donc l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de mieux vous accompagner, mieux vous aider, rendre votre vie plus facile, ou en tout cas vous faire croire que votre vie est plus facile. Mais pas nier toute cette énergie. Vous allez toujours être en contact avec d'autres humains, vous allez interagir avec eux, vous allez créer de l'émotion, vous allez être innovant. Pour vous, c'est plutôt vous laisser plus de temps pour faire ça, parce que vous avez un assistant extrêmement efficace qui va prendre toutes vos tâches qui vous prennent plein de temps à votre place. Répondre au téléphone sur tous les appels de pub ou qui sont inintéressants, vous avoir votre petite secrétaire virtuelle en permanence, tout ce genre de choses qui peuvent vous prendre du temps dans votre vie de tous les jours. Mais ça ne vous niera pas du tout. Là-bas? Ouais, allez-y, je répète s'il faut. Je vois pas. C'est qui? Ah, là-bas? Attends, Allez-y, allez-y. Je voulais savoir si l'intelligence artificielle peut être caractérisée par rapport à une société. C'est-à-dire si on a des personnes qui développent une intelligence artificielle en Alsace, est-ce qu'elle aura une particularité par rapport à une intelligence artificielle allemande, américaine, chinoise? Alors, je sais que pour l'Alsace c'est oui, mais pour le reste. voyez au lieu de dire une intelligence artificielle, voyez ça vraiment comme des logiciels. C'est-à-dire qu'il y en a plein partout. Il y a les intelligences artificielles spécifiques utilisées pour chaque tâche, chaque fonction. Encore une fois, reconnaître un cancer et quel type de cancer, faire de la banque, trier des emails, conduire des voitures, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes les plus puissants au monde aujourd'hui sont développés dans les laboratoires des géants américains et maintenant chinois. Alors je sais que c'est un peu chiant de dire ça quand il y a des startups qui bossent sur des trucs innovants, mais c'est plutôt le cas. Alors, il va y avoir des startups qui vont développer des algos aussi super puissants, ça a été le cas de DeepMind, qui vont ensuite être rachetés, intégrés, mais à l'avenir,
ce qui risque de se passer, c'est d'avoir une espèce d'unification de tous ces algorithmes qui font des trucs différents au sein d'une seule intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générale que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas consciente, mais qui est générale, les GI, mais qui appartiendra à des géants de la tech. Comme tous les marchés économiques matures, on aura, je pense, 3, 4, 5 maximum grands algorithmes d'intelligence artificielle, pas plus, auxquels on sera tous connectés, mais qui auront des attitudes, des comportements différents selon l'utilisateur, le contexte, l'endroit. Si toutes nos voitures sont connectées à l'intelligence artificielle de Google, elles auront des comportements différents sur la route selon les endroits où elles se trouvent, les contextes, que ce soit en Inde, aux États-Unis, etc. Même si c'est dans le cloud, dans le serveur, ça s'adaptera à la conduite. Votre assistant intelligent, si demain c'est celui de Google et le mien aussi, ils auront des comportements différents parce qu'ils auront été nourris avec nos données qui sont évidemment différentes l'un de l'autre, et donc auront des personnalités différentes. Vous voyez, imaginez ça vraiment un petit peu comme les êtres humains. On a le même plan, on a le même ADN, avec des petites différences, mais ce qui fait vraiment nos différences, c'est nos interactions avec le monde, notre connectome, etc., plus toutes les interactions évidemment avec nos processus biologiques, mais même si on a à peu près le même substrat, on a des différences entre nous. Voyez les algorithmes comme ça dans les prochaines années. Très spécifique aujourd'hui, convergence vers du général, on n'y est pas encore, mais c'est ça la tendance, et ensuite différenciation selon les interactions qui ont nourri ces algorithmes. Juste une petite précision aussi très terre à terre sur des objets qu'on peut faire aujourd'hui sur un chatbot dans le domaine du tourisme. On crée en fin de compte ce qu'on appelle un tronc commun du tourisme où vous allez avoir des cathédrales, des lacs, des forêts, un certain nombre d'activités, et ensuite vous le personnalisez sur le territoire sur lequel vous le positionnez, en donnant le bon nom de la cathédrale, en vous connectant à un système d'information qui est relatif aux restaurants qui sont en fin de compte dans la zone, mais au final, tous, comme disait Stéphane, l'algorithme de base c'est le même, et il va être coloré, légèrement personnalisé. Fatalement, on va prendre le nom de votre entreprise, on va prendre le nom de vos produits, etc. Mais le 90% du travail aura déjà été fait en amont. Regardez tous les services aujourd'hui dont on a besoin, quasiment, nous sont donnés par les géants de la tech. Google gère vos recherches, vos mails, stocke peut-être vos photos, vous propose un GPS, une carte de la route, etc. Demain, ils vont intégrer des services financiers, des assurances. Demain, ce sera une option peut-être Google Médical avec votre docteur en ligne, peut-être ensuite Google Aviation, j'en sais rien. Vous voyez, ils vont intégrer progressivement tous ces blocs d'applications, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, et finalement, on n'aura qu'un seul point d'entrée vers cette intelligence artificielle générale qui vous servira. Et une guerre entre les pays, Chine et États-Unis, évidemment. Oui, aujourd'hui, là, le développement de toutes ces intelligences artificielles, c'est basé sur des algorithmes, du silicium, de l'électricité. Est-ce que pour atteindre une intelligence encore plus développée, enfin, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, aller encore plus loin, on va rester sur ces modèles-là, on pense que c'est ce modèle-là qu'on va garder, ou est-ce qu'on va aller vers des systèmes plus biologiques ? C'est une forme de disruption, c'est-à-dire abandonner le modèle informatique pour aller peut-être vers quelque chose qui se rapproche encore plus de ce qu'on est chimique et biologique, parce que je sais qu'il y a des travaux qui sont faits dans ce sens-là. Alors, deux choses très rapides, je sais de quoi tu vas parler, donc c'est pour ça que... premièrement, tout ce que je vous ai évoqué ce matin, sur les algorithmes de... Alors ce matin, j'ai parlé du deep learning et du reinforcement learning, c'est comme ça que ça s'appelle. Il faut énormément de données pour entraîner un algorithme à atteindre un objectif, que ce soit reconnaître un cancer ou conduire une voiture. Ça, c'est un problème, parce que vous voyez bien qu'un enfant, vous lui montrez un chat 2 fois ou 3 fois, il a conceptualisé le chat. Là, il faut montrer 100 000 photos de chats. On va aller, premièrement, vers des algorithmes qu'on appelle bayésiens, ça c'est ma conviction, qui ressemblent plus à ce qu'on a dans le cerveau, qui fait qu'en montrant très peu d'exemples à la machine, elle va abstraire des concepts comme un enfant est capable de le faire. À mon avis, c'est la prochaine vague de l'intelligence artificielle. Et la deuxième vague, alors ça ne sera pas utilisé pour tout en intelligence artificielle, ça va être l'informatique quantique qui va permettre de résoudre uniquement certains problèmes d'optimisation très complexes, mais qui risquent d'être très utiles pour débloquer l'intelligence artificielle, pour aller vers d'autres stades. Je sais de quoi tu vas parler. Nous allons bien voir, mais en tout cas en termes de matériaux, voilà. Non, j'allais dire que j'y connaissais quasiment rien, mais il existe des petites cartes électroniques qui sont un peu en mimétisme des neurones, mais c'est vraiment de l'électronique, qui existe depuis une dizaine d'années, qui ont deux propriétés principales. Elles peuvent embarquer directement des
des algorithmes. J'ai fait une petite compression avec neurones, et il y a des petits neurones électroniques dessus qui apprennent tout seuls, et ça consomme une énergie minimum. Donc c'est très utilisé dans les appareils embarqués, etc. On a besoin de très très peu de puissance avec les matériaux qui existent aujourd'hui. Et ça permet de faire des choses merveilleuses. Je prends juste un exemple. Donc c'est des cartes électroniques qui peuvent être connectées à tout ce qu'on veut. Les premiers travaux ont été faits avec des caméras. Un des travaux, un des premiers, c'est vous prenez une caméra, vous mettez ce type de puce dedans, très très peu d'énergie sauf pour faire fonctionner la caméra, ça n'en prend pas plus, et vous lui indiquez, vous le mettez au-dessus d'une rue, et vous lui dites je ne veux que le mouvement des humains. Donc vous lui montrez sur les 2 premières fois ce qu'est un mouvement d'humain, donc ça capte tout, les oiseaux, les automobiles, les vélos, les skaters, et en une nuit, ça va vous apprendre, ça va faire le tri tout seul, et vous n'aurez plus que les humains, et ça n'aura pas consommé plus que la simple énergie nécessaire que pour la caméra. Donc pas de puissance de calcul complètement folle derrière, pas besoin d'avoir des fermes d'ordinateurs, juste l'énergie de la caméra. Donc il existe ce genre de système. Après, effectivement, il y a d'autres voies, mais ça dépend ce que l'on a envie de faire avec. Et ce type de carte, qui était à 128 neurones quand j'en ai entendu parler, en a maintenant 10 fois plus embarqué. Et on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. En gros, pour schématiser, et là je fais une grosse schématisation, c'est un neurone, ça peut être un visage, par exemple. Le visage d'un individu sous plusieurs formes, le même. Moi, j'avais une question qui est relative un peu à la cybercriminalité, parce que c'est vrai que depuis ce matin, on parle quand même de choses positives, d'optimisation, d'aide. En même temps, avec Internet, avec le numérique, la cybercriminalité s'est quand même beaucoup développée. On peut imaginer que l'intelligence artificielle soit utilisée par des gens mal intentionnés pour à l'encontre de concurrents, d'entreprises, de secteurs. Comment se prémunir contre ça, ou est-ce que c'est juste un mauvais fantasme que j'ai en tête? Même réponse que dans le monde d'aujourd'hui. Tout ce qui existe pour faire le bien existera pour faire le mal, avec toutes les technologies, y compris l'intelligence artificielle. Et le schéma, ça va être le même, ça va être une course entre les gentils et les méchants. Mais c'est valable pour tous les aspects du monde aujourd'hui. Prenez le marketing. Le marketing aujourd'hui, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui marchent extrêmement bien pour vous influencer, pour vous faire consommer plus. Ça marche très très bien. Netflix par exemple, vous connaissez tous Netflix. Ils utilisent un algorithme de recommandation, Netflix notamment. Est-ce que vous savez qui est le concurrent de Netflix? Vous savez qui est le concurrent de Netflix? Le patron de Netflix. Vous avez aucune idée? C'est pas Amazon. De Netflix. Mondial. C'est pas Facebook. C'est pas YouTube. Comment? Exactement, c'est exactement ça. Le patron de Netflix, il a déclaré que leur concurrent principal, c'était votre sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des algorithmes tellement puissants aujourd'hui, de recommandations, qui sont capables, justement, au lieu que vous alliez vous coucher, de regarder un film ou une série en plus en fonction de votre environnement de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que côté entreprise, côté directeur marketing, on a des algorithmes tellement puissants qu'il va falloir qu'on s'en protège côté utilisateur. Mais regardez, au cours de l'histoire, à chaque fois qu'on a eu des dispositifs puissants qui influençaient, on a eu les moyens de s'en protéger. C'est le cas des virus, on a eu des antivirus, mais c'était le cas de la publicité en ligne. Publicité invasive, qu'est-ce qui arrive côté utilisateur? Des ad bloqueurs pour bloquer les publicités. Avant, celui qui utilisait beaucoup de pubs, par exemple, il pouvait vendre plus cher son produit sur Internet, parce que les autres n'étaient pas découverts. Qu'est-ce qui est arrivé? Les comparateurs de prix, fait converger les prix, ça n'est plus possible. Vous voyez, à chaque fois qu'on a une technologie qui influence, on a une opportunité pour une start-up en face, ou un entrepreneur, de donner les moyens de s'en protéger. Donc je pense qu'on va avoir un espèce d'app store, comme les stores de téléchargement d'applications, où on pourra télécharger des algorithmes pour se protéger de l'influence de ceux qui sont les plus puissants. En tout cas, il y a un espace pour des entrepreneurs, des start-up, pour se protéger de l'influence de ces algorithmes. Ça va être la même chose pour la cybercriminalité. Chaque fois que vous aurez des outils pour pirater, faire le mal, espionner des réseaux, ce que vous voulez, vous aurez les mêmes pour s'en protéger. C'est déjà ce qu'on fait en hacking aujourd'hui, notamment. Mais imaginez que tous les concepts de la vie d'aujourd'hui, les mêmes existeront avec de l'intelligence artificielle et
la course se continuera. Ma conviction sur le marketing, au passage, c'est une conviction très personnelle, c'est que le marketing devrait disparaître pour des questions de réduction d'asymétrie d'information. Plus on a les moyens d'influencer, plus on aura les moyens de s'en protéger, et donc on réduit l'asymétrie d'information qui rendait possible l'utilisation du marketing, et donc ça force en gros les produits, les services à être les plus adaptés, et seuls les plus adaptés sont sélectionnés d'un point de vue darwinien sur le marché, et donc plus besoin de marketing pour les faire exister. C'est une thèse, on n'en est pas là évidemment, parce que ça génère de la complexité, c'est pas sûr que la symétrie se réduise aussi facilement, mais c'est l'idée. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, de toute façon, mais juste un petit exemple inverse. Bon, aussi faire un peu de pub pour les Bretons, parce qu'en cybercriminalité, en tout cas pour lutter contre... Ils battent les Russes. Ils sont très bons. Donc, il y a pas mal de petites startups françaises là-bas qui tirent leur épingle du jeu. Mais il faut voir aussi qu'il y a des intelligences artificielles qui ont été développées pour surveiller Internet. Donc, je pense, il y a une startup... doit s'appeler WebDrone en Bourgogne par exemple, qui elle est spécialisée à base d'algorithmes pour chercher les contrefaçons. Donc elle va sniffer Internet en permanence pour voir s'il y a des ventes de contrefaçons. Donc c'est aussi utilisé de l'autre côté. Donc on s'arme des deux côtés, puis après la cybercriminalité n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire de la casse, et effectivement c'est une course aux armements. C'est une course aux armements. Eh ben, merci beaucoup Yannick et Stéphane pour ces échanges nourris. Merci à vous. Merci.